Bien, nous allons donc commencer notre conférence sur littérature et cinéma, qui sera donc présentée par Richard Miller et Philippe Reinhardt. Je pense que vous êtes, vous les connaissez bien, mais je vais quand même vous rappeler quelques mots. Donc, Richard Miller, docteur en philosophie de l'ULB, ancien ministre de l'audiovisuel et du cinéma en Fédération Wallonie-Bruxelles, auteur de livres consacrés à la création artistique et au cinéma en particulier, avec le dernier qui avait donc pour sujet Tarantino. Et Philippe Reinhardt, visage bien connu des téléspectateurs de la RTBF, Monsieur Cinéma pendant 30 ans, l'homme aux lunettes blanches, qui fut aussi le directeur de Wallimage, mis en place par la Wallonie pour soutenir l'industrie audiovisuelle, auteur d'un ouvrage pédagogique intitulé « Par ailleurs, le cinéma est une industrie », et d'un album consacré au Festival de Cannes dans les années 80. Il a contribué aussi à la publication des notes d'André Delvaux, un cinéaste dont il va nous parler durant cette conférence. Je vous remercie. Merci. Merci à vous de m'accueillir. Je pense que je vais pouvoir parler démasqué. J'étais doublement vacciné, j'ai eu le Covid. Donc mon médecin m'a dit que j'avais les anticorps qui sortaient par les oreilles. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ben oui, on s'est concerté un peu avec Richard, hein, même si on n'a pas du tout le même avis. On a quand même tenté d'être un petit peu cohérent parce que parler de littérature et de cinéma comme ça en une heure, c'est un très vaste sujet. Et donc on s'est dit qu'on allait se concentrer chacun sur un de nos auteurs de chevet et creuser un peu tout ce qui pourrait ressortir de nos lectures et de la comparaison que nous avons pu faire entre un livre et un film. Vous connaissez la célèbre phrase ne jugez jamais ne jugez jamais un livre d'après son film. Mais quelquefois, les deux disciplines, hein, pour dire quelque chose, peuvent être très complémentaires et finalement enrichissantes. Alors, la demande qui a été faite par le Salon du Livre de Wallonie m'a fait remonter vraiment à ma jeunesse universitaire, parce que j'ai fait un mémoire de fin d'études sur justement la comparaison entre littérature et cinéma, à propos d'un film d'André Delvaux qui s'appelle Rendez-vous à Bray, et qui est tiré d'une nouvelle de Julien Gracq. Alors cette nouvelle, elle est reprise dans un recueil de nouvelles qui s'appelle La Presqu'île, et en reprenant la nouvelle, parce que j'avais envie de la relire pour me remettre ça un petit peu en tête, j'ai trouvé très amusant parce que je me disais, ben voilà, la préparation de cette conférence me replonge dans ma prime jeunesse, et la première phrase, l'incipit, comme dirait Richard, qui est beaucoup plus cultivé que moi, la première phrase de la nouvelle, c'est « Quand je reviens en pensée à l'époque où finissait ma jeunesse ». Donc, il y avait une sorte de correspondance tout de suite entre le texte à relire et la prestation à fournir ici. Et voilà, donc je vais peut-être vous toucher un petit mot de Julien Gracq, qui est pas oublié, Dieu merci, mais enfin, qui est moins fréquenté ces dernières années, dans la mesure où il a arrêté d'écrire pour la fiction très tôt, en 1970, mais qui est surtout connu pour ce qu'il n'a pas fait, à savoir accepter le prix Goncourt. C'est le premier auteur qui est clairement, après avoir dit dans les journaux que si jamais il était retenu pour le prix Goncourt, il ne l'accepterait pas, a passé de la parole aux actes quand il a été primé de manière assez unanime par les jurés du Goncourt pour un film, joli lapsus, pour un livre qui s'appelle Le Rivage des Syrtes, et qui est un livre tout à fait remarquable. Mais en fait,
par ce geste un peu symbolique, il voulait déjà signifier qu'il pensait que la littérature ne devait pas se vendre, qu'elle devait se mériter, voilà. Et donc, il n'avait pas beaucoup d'amitié pour le cinéma, je le dis d'emblée, même si son beau-frère, Michel Mitrani, a été le premier à tenter d'adapter un de ses romans pour l'écran. C'était Un balcon en forêt, qui a gardé le même titre, et que j'ai eu l'occasion de revoir, et je comprends que Julien Gracq n'était pas enthousiaste pour le cinéma, parce que franchement, Mitrani, qui est pourtant un auteur, un bon faiseur, est passé complètement à côté de ce qui faisait l'intérêt du livre. Il faut dire, à sa décharge, que la langue de Julien Gracq est extrêmement précieuse, extrêmement raffinée. C'est quelqu'un qui adore travailler les mots et qui a un vocabulaire... là, dans le train en venant pour vous rejoindre, j'ai relu la nouvelle et le nombre de mots, je me suis dit, ah oui, c'est ça que ça veut dire, j'avais oublié, on n'emploie plus ce mot-là, ou des mots que... Je ne sais pas s'il les crée, mais en tout cas qui surgissent très naturellement de sa plume. Là où quelqu'un dirait il se trouve dans la maison où il fait sombre, lui il dit il se trouve dans la maison enténébrée. Et c'est tellement jolis mots, en fait, qui sont tellement plus riches que les circonlocutions qu'on peut faire autour. Alors, Gracq, comme je l'ai dit, auteur très discret, puisque finalement, il n'a écrit que 4 romans. Mais par contre, à partir de 1970, il va travailler plutôt à la publication de ce qu'il appelle des fragments. Alors, ce ne sont pas des nouvelles, c'est pas de l'autobiographie, c'est des réflexions. Il était de formation géographe. Et on en parlait avec Richard, il a un talent juste extraordinaire pour décrire un paysage ou simplement un arbre qui tout à coup le saisit, qui est seul au milieu d'une prairie. Et ce que Gracq peut écrire là-dessus est remarquable. Mais donc, comme je le disais, drôlement difficile à adapter au cinéma. Et pourtant... quand je disais qu'il fait ses adieux à la fiction en 1970, c'est avec ce recueil de nouvelles, dans lequel il publie 20 pages de ce qui devait être un roman, mais qu'il a abandonné. Ça s'appelle La Route. Puis un petit texte qu'on dirait extrait du Rivage des Syrtes, qui s'appelle La Presqu'île, qui donne son titre au recueil. Et puis une nouvelle assez brève, qui s'appelle Le Roi Cophetua. Alors ça demande déjà un mot d'explication. Le roi Cophetua est un personnage dont on ne sait pratiquement rien, si ce n'est qu'il a inspiré une toile d'un peintre pré-raphaélite qui s'appelle Burne-Jones. Et c'est une toile assez saisissante, très verticale, qui est exposée à la Tate Gallery. Si un jour on a le droit de retourner à Londres, je vous invite à y passer voir, et qui représente un roi assis au sommet d'une sorte d'escalier plus ou moins tournant, et au bas de l'escalier, il y a une mendiante qui a le regard levé vers le roi, et le roi la regarde, et en fait, il y a entre les deux personnages un rapport dialectique très, très curieux. Et quand on reste devant ce tableau, j'en ai fait l'expérience à la tête, quand on reste devant ce tableau, plusieurs histoires se racontent. À un moment, on se dit, ben oui, voilà, la mendiante est amoureuse du roi, et elle se prosterne à ses pieds, et puis à y bien regarder, tout à coup, on inverse complètement l'histoire, on se dit, non, c'est le roi qui est amoureux de la mendiante, et qui ne peut pas en détacher le regard. Et donc c'est le deuxième titre du tableau de Burne-Jones, c'est Le Roi Cophetua ou Le Roi et la mendiante. Julien Gracq a donné ce titre à une nouvelle où il raconte quelque chose, un non-événement, si j'ose dire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est réformé, c'est la guerre 14-18, on est en 17. Il est réformé parce qu'il a été blessé au front et il est invité par un ami
plutôt une connaissance, à le rejoindre dans sa villa, parce que l'ami en question, qui est quelqu'un de beaucoup plus riche que lui et beaucoup plus parisien quelque part, est aviateur. Donc avant la guerre 14-18, il faisait partie de cette toute petite élite de gens qui conduisaient des avions. Et cet ami, Jacques Neuil, lui a envoyé un télégramme lui disant « Je serai en permission pour le week-end de la Toussaint, viens me rejoindre à la Fougeray, qui est sa maison de campagne. » Et donc, le narrateur, dont on ne sait pas grand-chose, il s'appelle Je dans la nouvelle, le narrateur rejoint son ami, ou croit rejoindre son ami, parce que l'ami en question ne va jamais arriver, en fait. Et donc, il se trouve dans cette maison avec une servante, et là, vous voyez la connexion avec le titre, une servante qui est peut-être la maîtresse de son ami, servante-maîtresse. Enfin, on est de nouveau dans un schéma hegelien, hein, où l'un domine l'autre avant d'être dominé par lui. Et voilà, en fait, il ne saura jamais vraiment si son ami a oublié le rendez-vous, s'il est mort en patrouille peut-être avec son avion, ou si il l'a manipulé pour lui faire rencontrer cette femme qui vit là, seule, à la Fougeray. Comme vous voyez, c'est un récit assez bref et qui ne contient pas d'événements sur lesquels on se dit qu'un cinéaste va bondir en disant « Quelle histoire extraordinaire, je vais la raconter dans un film ». Et pourtant, le recueil de nouvelles paraît en 1970 et un an et demi après, André Delvaux donne ce qui est, à mon sens, le plus beau de ses films, qu'il a appelé Rendez-vous à Bray. Il n'a pas gardé le titre Le Roi Cophetua, il a synthétisé cette idée du rendez-vous dans ce village qui s'appelle Bray-la-Forêt. Alors, très bien, comment est-ce qu'on peut faire un film avec un récit aussi ténu ? Bien, je pense que, quelque part, c'est presque pas un hasard. Et Delvaux lui-même, que j'ai eu la chance de fréquenter un peu, me disait plus le récit est ténu, plus tu peux y amener ton imaginaire. Et ça me rappelait une autre discussion que j'ai eue avec un cinéaste qui n'a rien à voir, Andrzej Zulawski, qui avait fait un film qui s'appelait La femme publique. Et par conscience professionnelle, avant de faire l'interview de Zulawski, j'avais lu le roman La femme publique, et je m'étais dit, mais ça n'a rien à voir. Et donc, quand je l'ai rencontré, je dis, mais pourquoi vous dites c'est tiré de La femme publique ? Parce que j'aimais beaucoup le titre, m'a dit Zulawski. Il me dit, mais franchement, sinon, enfin, lui avait un avis assez radical, c'était un roman un peu médiocre, mais le titre était formidable. Et puis, il m'avait dit, tu sais, j'ai une telle envie de tourner que même si on me proposait d'adapter l'annuaire téléphonique, je le ferais. J'en ferai un film. On est loin de là avec Delvaux, il a beaucoup d'admiration pour Gracq, mais il va quand même peu à peu s'éloigner du récit. Et alors, je ne vais pas commencer à faire un discours magistral en reprenant toutes les différences entre le roman et le film, qui était un peu ma démarche quand j'ai envisagé de faire ce mémoire, qui m'est tombé un petit peu par hasard dessus. En fait, moi, j'étais en philologie et lettres, en romane, et je préparais un mémoire sur Julien Gracq. La triangulation du couple chez Julien Gracq, qui est un thème qui revient au château d'Argol ou Un beau ténébreux. Moi, ça, je vous raconte un peu un élément biographique, mais l'année où je terminais l'université, un chercheur voulait passer un doctorat à l'ULB, c'était Adolphe Nisenholck, et il avait préparé une sémiologie de Chaplin. Donc c'était la première fois qu'un sémiologue s'attaquait aux signes dans l'œuvre de Chaplin. Autant vous dire que c'était assez passionnant comme travail, mais autant vous dire aussi qu'à l'époque, les mandarins de la faculté de philo et lettres disaient « on ne va pas laisser ce type amener Charlot en philo et lettres. Enfin, ça n'a aucun sens qu'il aille passer son doctorat en journalisme, sciences humaines. »
Et donc le malheureux traversait l'avenue Paul-Léger, et quand il était de l'autre côté, on lui disait « Mais non, attendez, c'est de la sémiologie, ça c'est de la linguistique, c'est typiquement en philo et lettres que vous devez préparer ce doctorat. » Alors on est là en 78 ou 77, c'est une époque où les étudiants dont je faisais partie faisaient la grève chaque fois qu'il y avait quelque chose dans l'air qui n'allait pas. Et donc, nous avons occupé la faculté de philo et lettres pour qu'Adolf Nisenholm puisse y présenter son doctorat, parce qu'on trouvait scandaleux que Chaplin ne puisse pas passer les portes. Bon, il l'a présenté brillamment, il en a sorti un livre d'ailleurs. Mais donc cette année-là, alors que j'étais en train de terminer mon mémoire, mon directeur de mémoire, qui est un sémiologue et qui faisait partie des gens qui avaient soutenu Nisenholm, me dit « Ah, Philippe, il faudrait vraiment qu'un étudiant cette année présente un mémoire sur le cinéma, la porte est entrouverte, mais il faut mettre le pied avant qu'elle se referme. » Et moi, je dis « Ah bah oui, vraiment, ce serait formidable. » C'était Maurice Jean Lefebvre, mon professeur. Et il me dit, bien, toi, par exemple. Je dis, non, mais attendez, on est en avril, j'ai pratiquement terminé mon mémoire. Il dit, oui, mais tu sais qu'André Delvaux a tiré un film, c'était 8 ans avant, d'une nouvelle de Gracq. Donc, tu connais déjà Gracq sur le bout des doigts. T'as presque plus rien à faire. et donc, je lui ai demandé 24 heures pour réfléchir. Et avant que les 24 heures soient écoulées, j'ai eu un coup de fil de la Cinémathèque royale, Ledoux, Jacques Ledoux, me disant « Votre professeur m'a appelé, on vous organise une vision de Rendez-vous à Bray demain matin au musée du cinéma. » Donc j'étais cuit, c'était trop tard, l'affaire était en route, et je dois dire que ça a été une période absolument merveilleuse parce que j'ai pu rencontrer André Delvaux, et à l'époque rien de consistant n'avait été écrit sur ces films. Il était au milieu de sa carrière, il y avait eu des critiques de films évidemment dans la presse, mais rien d'un peu construit, et donc il était lui-même très intéressé par ma démarche. Et donc, je l'ai rencontré une fois. Après, par la suite, j'ai beaucoup rencontré. Mais quand j'étais étudiant, j'ai rencontré une fois, en face de la Cinémathèque. Et on a mangé ensemble. Et je lui ai dit, bon, ben voilà, maintenant, je vois un peu mieux comment structurer le travail. Si vous voulez bien, on va se revoir une fois par mois. Il me dit, ah non, non, absolument pas. Vous allez m'écrire et je vais vous répondre. Et en fait, c'était une extraordinairement bonne idée parce que le fait d'écrire ces questions oblige à structurer sa pensée. Et donc, j'ai commencé à échanger une correspondance assez nourrie avec André Delvaux, que Richard a eu la bonne idée de republier. Donc, quand vous sortez d'ici, vous n'êtes pas encore quitte de nous. Il faut aller acheter ce bouquin qui est au stand des éditions du CEP. Richard a fait un travail extraordinaire d'édition des notes d'André Delvaux et il les a enrichis de quelques documents, dont la correspondance que j'ai pu avoir avec, des extraits en tout cas, avec André Delvaux. Et André Delvaux, tout de suite, il me met un peu KO parce que la première lettre que je lui envoie, je fais un relevé des différences que j'ai notées entre le film et le livre, en disant, mais dans cette scène-là, vous dites ça, alors que dans le livre... oh là Et donc, il me répond gentiment, mais assez sèchement quand même, écoutez, il faut bien que vous mettiez en tête que votre titre de mémoire... de la littérature au cinéma d'un langage à l'autre, est une pétition de principe que rien ne vient vérifier, parce qu'on ne sait pas si le cinéma est un langage, en tout cas, on est encore balbutiant sur la question, et en fait, il me dirige vers une hypothèse que j'ai toujours retenue, où il dit, en fait, le cinéma, on dit que c'est le 7e art, c'est sans doute la somme des 6 précédents. Et cette phrase-là, si vous ne retenez qu'une chose de ce petit exposé, c'est celle-là, c'est vrai que le cinéma, c'est de la peinture, c'est de la sculpture, c'est de la littérature, mais c'est de la musique aussi, c'est un art de synthèse. Et donc, pour finir de
de me remettre sur la bonne voie. Il me dit « Je vous signale qu'après 2 lectures attentives et annotées de la nouvelle de Julien Gracq, j'ai mis le livre de côté et je ne l'ai plus ouvert pour écrire mon scénario. » Et un peu plus loin, je n'ai repris de Gracq que ce que ma mémoire avait filtré et qui me paraissait intéressant à faire. Et donc, je vais vous donner 2 exemples, et puis je vais céder la parole à Richard, qui trépigne de pouvoir me répondre. Je reviens sur cette belle phrase « Quand je reviens en pensée à l'époque où se finissait ma jeunesse ». C'est comme ça que commence la nouvelle. Qu'est-ce qu'on voit dans le film ? Le tout début du film, c'est ce qu'on appelle une ouverture à l'iris. Donc l'écran est noir et il s'ouvre sur un cercle. C'est un procédé du cinéma muet. Feuillade et tout ça utilisait beaucoup l'ouverture à l'iris. Donc déjà, c'est lorsque je reviens en pensée. Parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à un vieux film. C'est accentué par le fait que le visage qu'on découvre, celui de Mathieu Carrière, est traité dans les couleurs sépia. Vous savez, cette sorte de brun délavé qui donne forcément l'idée de l'ancien. Et donc voilà comment Delvaux traduit « Lorsque je reviens en pensée à l'époque de ma jeunesse ». C'est ouverture à l'iris, couleur sépia. Et puis quand Mathieu Carrière se met en route, il avance, la caméra le reprend de dos et passe à la couleur. Donc on oublie sépia, on est entré dans le présent du récit. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement subtil en fait, et où, Dieu merci, à la différence de Mitrani que je citais tout à l'heure, Delvaux n'a pas collé une voix off qui dit « Lorsque je reviens en pensée à l'époque de ma jeunesse », il a utilisé l'art du cinéma, si pas le langage, pour dire ce que Gracq avait dit avec des mots. Alors bon, quand je vous dis aussi qu'on passe dans la nuque de Mathieu Carrière qui entre à la rédaction d'un journal où il vient déposer un article, ce qu'il est critique musicale, il se passe autre chose. Le roman est en jeu. Donc on est toujours dans l'intériorité du narrateur dont on ne sait rien, à part qu'il s'appelle Jeu, et qu'il doit être plus âgé, puisqu'il revient en pensée à l'époque de sa jeunesse. Enfin, comme m'écrivait Delvaux, Descartes n'est pas loin, hein. Jeu existe, quoi. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Au cinéma, c'est pas vrai. On va pas pouvoir rester dans la vision en jeu. On voit le jeu. Donc c'est pas une vision par les yeux du personnage, c'est une vision avec. Donc on sait, parce que le cinéaste nous en donne les traces, que ce personnage est le personnage central. Mais il est dans l'image. Ça n'existe pas, ça a existé une fois. Il y a eu un film, une tentative qui s'appelle La Dame du Lac, d'un cinéaste un peu oublié qui est Robert Montgomery, qui a filmé toute cette enquête policière par les yeux de l'enquêteur. Et on ne voit l'enquêteur qu'une fois quand il passe devant un miroir. Ça ne fonctionne pas du tout. En fait, ce n'est pas du cinéma. C'est pas fait pour. Donc, Delvaux assume cette vision avec, et puis, et je terminerai là-dessus, il lui faut dire quelque chose sur ce personnage, parce qu'il a les traits de Mathieu Carrière. Il a un accent, Mathieu Carrière est allemand, il en fait un personnage luxembourgeois, ce qui n'est absolument pas dans la nouvelle. Pourquoi luxembourgeois ? Pour qu'il ne soit pas déserteur ou allemand. Peu à peu, il va étoffer le jeu. Et la plus belle marque de l'étoffement du jeu, c'est que Delvaux va introduire dans son film toute une série de flashbacks qui ne sont absolument pas dans la nouvelle. La nouvelle reste sur un fil temporel unique. Il arrive à la Fougeray, il attend son ami qui n'arrive pas, et il entre en relation avec cette femme mystérieuse qui va lui servir à dîner. Ça, c'est la nouvelle. Chez Delvaux, on découvre le passé amical des deux personnages. On découvre qu'il y a déjà eu une sorte de triangle amoureux avec un autre personnage qui est incarné par Bulogier. Et donc voilà, il y a une construction par étoffement. Donc on pourrait penser que le cinéma, finalement, construit peu à peu. Or, c'est juste le contraire. Quand on voit Mathieu Carrière, ça y est, c'est fait. Le personnage a un visage, il a une allure,
et il n'aura que celle-là. C'est souvent, vous le savez, hein, c'est souvent l'objet d'une déception. Vous avez adoré un livre, vous vous trouvez devant le film et oh non, c'est pas possible, c'est cet acteur-là qu'ils ont choisi, mais il ne ressemble pas. Il ne ressemble pas à quelqu'un que vous n'avez jamais vu. C'est ça tout le paradoxe. Et donc là, Delvaux parle, enfin, il cite lui-même Jean Ricardou, qui est un théoricien un peu dépassé aujourd'hui, mais un théoricien de l'image qui parle de synthèse immédiate. C'est-à-dire que si Gracq avait voulu décrire son personnage, il aurait dit il avait des yeux bleus, il avait une allure d'adolescent, etc., etc. Il aurait fait une synthèse progressive pour arriver à nous faire comprendre qui était le personnage, ce qu'il ne fait pas. Mais Delvaux, lui, à la contingence du cinéma, c'est un donné. Eh bien, je suis sûr que dans Le Guépard, on a le même genre de problème, Richard. Belle transition, non? Belle transition. Voilà, je vais faire comme Philippe, je vais enlever le masque. Bon, tout à l'heure, quand je vous ai dit que nous n'étions pas d'accord, j'avais un petit peu forcé pour attirer votre attention, parce que je suis quand même d'accord sur beaucoup de points avec Philippe. Alors, bon, une toute petite anecdote. Philippe a rappelé l'époque où à l'ULB, on manifestait à tout propos. Ici, c'était un cas très noble. Moi, j'ai organisé une manifestation à l'ULB qui a été assez dure lorsque Hervé Asquin, qui était recteur, avait décidé d'augmenter le prix des repas à la cantine des étudiants. Donc, voilà, chacun ses préoccupations. Alors, Julien Gracq, après l'excellente présentation de Philippe, et Philippe a dit à quel point la nouvelle dont est issu le film Rendez-vous à Bray, à quel point cette nouvelle, a priori, n'est pas cinématographique. C'est un texte difficile, c'est un texte qui n'est pas simple à lire, qui demande quand même de l'attention, beaucoup d'attention, et ce n'est pas un film où c'est pas une nouvelle où il se passe énormément de choses, il n'y a pas beaucoup d'événements, donc c'est pas facile cinématographiquement à adapter. Et donc il était intéressant de voir ce que Julien Gracq a pensé de l'adaptation cinématographique réalisée par André Delvaux. Ça aussi, c'est un élément important, parce qu'il peut arriver que l'auteur soit tout à fait mécontent, qu'il renie le film, etc. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Julien Gracq a publié un texte de quelques pages intitulé « Une collaboration sans nuage ». Alors, et là, il évoque un aspect très intéressant. Philippe a pointé à juste titre le fait que le cinéma, le 7e art, est un peu le condensé, le résumé, ou je ne sais pas moi, l'activation des autres arts. Au cinéma, il y a l'art de la parole, il y a l'art de la peinture, il y a l'art de la sculpture, le bâtiment, l'architecture, enfin la musique, tout est dans un film, le théâtre aussi. Et donc, ici, Gracq va, lui, aborder sa réflexion d'une autre façon. Il va étudier la façon dont les arts passe de l'un dans l'autre, la façon dont un art peut influencer, peut inspirer un autre artiste qui lui travaille dans une autre discipline. Et il va commencer en disant il y a des arts qui sont tout à fait rébarbatifs. L'architecture est quelque chose d'intéressant, mais elle reste repliée sur elle-même, sur le bâti. La sculpture n'influence pas beaucoup. La peinture non plus, dit-il. Là, on peut déjà discuter un peu, parce que, d'ailleurs Philippe l'a rappelé, il y a ce fameux tableau de Burne-Jones, Le Roi Kofuteya, qui est déjà, et que Delvaux lui-même filme. Mais donc, par rapport à la peinture, Julien Gracq ne trouve pas qu'elle induit beaucoup d'inspiration. Par contre, à l'opposé, il y a la musique, dit-il. La musique, elle,
est un art qui influence beaucoup les autres créateurs dans les autres domaines. Un écrivain peut très très bien écrire en écoutant une chanson, une parole, une musique qui le marque. Beaucoup d'écrivains font ça. Je me souviens que Lévi-Strauss disait que lui, pour commencer à écrire, devait absolument d'abord mettre un disque. Et au bout d'un certain temps, 10 minutes, un quart d'heure, il fallait qu'il se lève et qu'il qu'il arrête le disque. Sinon, ça ne démarrait pas, il n'écrivait pas. Donc, Gracq a la même idée en disant, en plus, dans d'autres domaines, on voit à quel point la musique joue avec les émotions, avec les sentiments, etc. Entre les deux, entre un art rébarbatif comme l'architecture et un art très ouvert, très inspirant pour les artistes qu'est la musique, il y a la littérature. Alors il dit la littérature, oui, elle inspire d'autres types de créativité, et notamment le cinéma. Mais elle ne le fait pas comme la musique. La musique ouvre les portes d'une certaine façon. Et puis, voilà, les émotions, les sentiments, si on est heureux, on écrit une histoire heureuse, on peut entendre une chanson triste et être triste, et voilà. Mais la littérature n'agit pas de la même façon. Elle inspire, elle donne des idées, elle induit de l'inspiration, mais en donnant aussi un cadre. Le cadre, c'est l'histoire qui est racontée par l'écrivain. Ce sont les lieux, l'endroit où ça va se passer, les personnages, etc., etc. Donc, la littérature inspire, notamment le cinéma, mais en donnant un cadre. Alors, du coup, la question qui se pose à chaque fois qu'un cinéaste adapte un roman, comment va-t-il faire pour respecter ce cadre ? Doit-il le faire? Ça, c'est une première interrogation. Mais s'il le fait, si vraiment il décide d'adapter telle ou telle grande œuvre de la littérature, comment va-t-il faire pour respecter le cadre, les indications, les éléments que l'on retrouve soit dans une nouvelle, soit dans un roman? Comment les adapter? Donc c'est pour ça qu'on parle bien d'adaptation cinématographique. Comment les adapter aux contraintes qui sont celles du cinéma? Le cinéma n'est pas un art comme la littérature, c'est très différent. Philippe a déjà dit, la plupart des arts se retrouvent dans une adaptation cinématographique, mais il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes réelles. Je reprends l'exemple qui a été donné tantôt, quand on lit, quand vous lisez un livre, vous voyez dans votre imaginaire, vous construisez dans votre imaginaire le personnage, vous le voyez d'une certaine façon. Et puis tout d'un coup, lorsque le réalisateur va adapter le roman ou la nouvelle, il doit choisir des acteurs. Il doit choisir des acteurs. Et l'exemple de Mathieu Carrière est très 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 parlant. On peut dire tout de suite, c'est très réussi d'ailleurs. C'est très réussi, parce que quand vous voyez Mathieu Carrière, il n'y a rien à faire. Il est tout à fait l'acteur qu'il fallait pour cette adaptation de la nouvelle de Julien Gracq. Donc, le réalisateur va donner vie au personnage, il lui donne une vie qui n'est que imaginaire ou imaginative lorsque on le lit, mais en même temps, il le limite. Il le limite parce que vous pouviez très très bien considérer que tel personnage féminin était comme ceci, parce que ça avait fait parler quelque chose en vous, ou bien tel personnage masculin, etc. Quand on voit le film, quand le film est sorti, le personnage a les traits qui lui ont été donnés. D'où l'importance décisive d'une étape bien connue de la construction d'un film, à savoir le casting. Le casting, ça c'est vraiment déterminant. Et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent jouer. Je crois que dans Rendez-vous à Bray, je pense vraiment que le casting est réussi. En tout cas, Mathieu Carrière est tout à fait à sa place. Anna Karina aussi. Roger Vanneau, j'ai un petit doute, mais ça, c'est plus personnel. Mais je trouve que, voilà, il est un petit peu en décalage, mais les deux... Donc, Julien Gracq alors poursuit sa réflexion par rapport au film de Delvaux. Il continue et il dit, ce qui est aussi très intéressant, qu'il est heureux du film. Il a apprécié le film de Delvaux. Mais non pas parce qu'il y aurait fidélité, ce n'est pas ça d'ailleurs que Gracq attendait du cinéaste André Delvaux. Ce qu'il dit, c'est que il y a
un air de famille. Il y a une ressemblance. Bref, l'écriture difficile de Julien Gracq aurait trouvé son correspondant dans la façon dont André Delvaux crée un film. La couleur sépia a toute son importance, les trucs qui sont utilisés, les moyens techniques qui sont utilisés, etc. Et donc Julien Gracq dit c'était vraiment à la limite une expression un peu bête que je vais utiliser, mais nous étions faits pour nous rencontrer. Nous étions faits pour nous rencontrer. Et donc, Julien Gracq a beaucoup apprécié le film, en insistant aussi sur un petit point qui a d'ailleurs son importance. Voilà, je reprends la couverture de ce livre qui est vraiment... Allez, je sais bien, je suis l'éditeur, on y a beaucoup travaillé, etc. Donc, si c'était un autre éditeur, je le dirais aussi. C'est vraiment un livre très, très intéressant sur la façon dont un créateur de cinéma pense le cinéma. Et comme vous le voyez sur cette photo qui a été prise par Myriam Desbeaux, il est au piano, Delvaux. Delvaux était musicien. Et dans ses notes, il y a des passages extraordinaires sur le rapport entre la musique et l'image, mais aussi en tant qu'analyse musicale. C'est vraiment très très fort. Et c'est ce que Julien Gracq dit aussi. Julien Gracq dit que finalement, c'est l'élément musical admirablement incorporé par Delvaux au film qui donne cet air de ressemblance. Donc il y a vraiment... La musique est très présente dans le film, hein, et c'est vraiment un élément important. Alors, maintenant, j'en viens à la dernière remarque de Philippe tout à l'heure. Je vais glisser à mon tour vers le film dont moi, je pensais vous parler davantage, à savoir Le Guépard. Le Guépard de Luchino Visconti. Alors, je dirais que si on veut rassembler la question, à savoir le rapport entre littérature et cinéma, je crois que le cinéaste, il n'y a que deux façons de travailler. Ou bien le cinéaste travaille par soustraction, ou bien il travaille par addition. Si on peut prendre des termes plus végétaux, ou bien il travaille par bouturage, ou bien par élagage. Voilà, c'est les deux façons de travailler. Comme Philippe l'a dit tantôt, Delvaux, à mon avis, par rapport à la nouvelle de Julien Gracq, a travaillé par addition. Il a travaillé par bouturage. Il a construit davantage l'histoire des personnages par une série de flashbacks qui nous montrent Julien, donc le personnage principal, l'autre acteur, son ami, qui est incarné par Roger Van Hole, Bulogier qui apparaît, qui n'apparaît pas dans la nouvelle, etc. Il y a tout un ensemble de flashbacks qui construisent les personnages et qui ont été bouturés, comme je disais. Il n'y a pas les éléments dans la nouvelle. Et donc, c'est vraiment Delvaux qui a ajouté toute cette historicité ou cet ensemble de récits, mais qui alors donne au film une force vraiment étonnante, parce que partant d'une nouvelle dans laquelle il n'y a pratiquement pas d'événements, ni de personnages, etc., Delvaux a abouti à un récit construit qui garde tout son mystère, Finalement, on ne saura pas quel était vraiment le rôle de cette femme. On pourrait peut-être même se demander si elle a vraiment existé. Donc il y a un autre film de Delvaux où il y a la même question, c'est dans Belle. Belle, cette femme qui est rencontrée dans la forêt, finalement on peut se poser la question de savoir si elle a vraiment existé. Donc il y a cette préoccupation dans le cinéma d'André Delvaux. Par contre, donc je disais, Delvaux a travaillé par addition, par bouturage. Visconti, lui, va travailler par soustraction. Pourquoi ? Parce que le roman de Lampedusa, Le Guépard, est un roman très fourni, très construit. Vraiment, c'est de la grande littérature. C'est un des tout grands romans de la littérature italienne. C'est un tout grand roman aussi de la littérature mondiale. Donc, Visconti est obligé de sélectionner. Il y a des aspects qu'il ne va pas retenir.
Il y a des aspects qu'il ne pourra pas mettre en évidence. Même si, parce que ça c'est important, parce que voilà, s'il élimine certains aspects du film et que le résultat, voilà, est un peu entre les deux, c'est un échec. Mais ici, avec Le Guépard, ce n'est pas du tout un échec. L'œuvre réalisée par Visconti, Le Guépard, est un tout grand film, un grand film de l'histoire du cinéma. Donc, cela veut dire que Visconti a réussi, même en devant se séparer de plusieurs éléments qui sont présents dans le roman, Visconti a réussi une adaptation extraordinaire de ce film. Alors, j'en reviens alors à ce que j'ai dit tout à l'heure, point de départ, le casting. Le casting, et ça je pense que dans le cas du Guépard, ça c'est tout à fait évident, le Visconti a bénéficié, évidemment il a pu choisir, et c'est lui qui a réussi le choix, mais il a pu bénéficier de 3 acteurs totalement hors du commun, des acteurs qui incarnent à ce point les personnages, que dorénavant, vous pouvez aller acheter le roman Le Guépard dans la nouvelle édition, je vais en parler, qui est sortie, vous pouvez aller l'acheter, vous le lisez, je regrette, vous verrez toujours Burt Lancaster dans le rôle du Guépard, vous verrez toujours Alain Delon dans le rôle du neveu, et vous verrez toujours Claudia Cardinal dans le rôle d'Angelica. Voilà, là il y a un petit miracle qui s'est opéré, une fusion totale entre les acteurs et les personnages. Ça ne s'est pas passé sans mal, la relation entre Visconti et Delon a posé problème. Visconti s'est montré très très dur avec Delon, parce qu'il avait appris que Delon avait signé un contrat avec un autre réalisateur après, alors que Visconti voulait que Delon reste sa créature. Avec Burt Lancaster, ça s'est pas bien passé non plus. Visconti s'est montré très très autoritaire avec lui, parce que c'était une vedette qui venait d'Hollywood, et que le cinéma italien n'avait pas du tout envie de montrer qu'il était soumis à Hollywood. Et donc, au départ, c'était Marlon Brando qui devait jouer le rôle. Et Burt Lancaster, acteur peut-être moins, en tout cas à ce moment-là, moins fort, moins doué que Marlon Brando, a réussi un véritable travail d'adaptation sur lui-même, d'apprentissage de la culture italienne, de la culture sicilienne, etc., etc., à tel point, je le répète, que le résultat est magnifique et que les 3 acteurs incarnent parfaitement cela. Alors, j'ai pris cet exemple-là aussi pour encore un autre aspect de cette problématique. C'est que le Guépard, le roman de Lampedusa, n'était pas achevé. Donc, je rappelle quelques faits. Lampedusa est resté très 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 longtemps, vraiment de longues années, sans écrire. Et puis en 1954, il se remet à écrire, après avoir traversé une période où ça ne l'intéressait plus. Il recommence à écrire plusieurs romans, dont Le Guépard. Lampedusa donc commence à écrire en 1954. En 1957, il décède. Et le roman, il a envoyé à des amis une mouture du roman en disant « voilà, j'ai fini, etc. » Lui, il était atteint d'un cancer et il en est mort. Mais il avait envoyé... Bon. Et c'est un autre écrivain, Bassani, qui est très 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 important dans la littérature italienne. Il est notamment l'auteur du Jardin des Finzi Contini, ce tout grand film de Vittorio De Sica. Et alors, c'est Bassani qui s'occupe de l'édition finalement, mais on est en 58, et c'est en 61 que Visconti commence à monter le film. Le film sortira en 63, je crois. Et après, on se rend compte qu'en fait, le livre est inachevé. Et par la suite, on va découvrir sans arrêt des ajouts, des nouvelles pages, des pages manuscrites qui sont restées à tel endroit, etc., 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 à tel point que ce n'est qu'en 2002 qu'un éditeur italien va publier l'édition achevée, complète du livre. Donc voilà, c'est un autre exemple, et j'en reviens à la question que je voulais soulever. Le film Le Guépard, tel que Visconti l'a monté, l'a réalisé, etc., est en fait un peu biaisé par rapport au roman lui-même. Mais évidemment, on ne peut pas en faire le reproche à Visconti, puisque c'était la seule édition qui existait. Ça veut donc dire aussi que le rapport entre la littérature et le cinéma est un rapport
que l'on peut aborder de façon très diverse, très, très différente, très multiple. Hein. Il y a des tas d'exemples, je vais vous en donner quelques-uns. Et ici, on a tout à fait comment dire, la réalisation, l'adaptation géniale d'un livre, qui n'était pas achevé. Il y a un élément, alors bon, on pourrait maintenant, si ça vous intéresse, il est très possible maintenant d'aller rechercher une édition de 58 et de voir les éléments qui ont été ajoutés par la suite, pour voir ce qui vraiment manquait à Visconti. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, Alain Delon prend Claudia Cardinal par la main et l'emmène dans les greniers de ce fameux palais. C'est une scène magnifique, ils sont amoureux tous les deux, etc., etc. Et Visconti a été très très dur avec Delon pendant le tournage de cette scène. À un certain moment, ils arrivent dans une chambre, et Claudia Cardinal dit « c'est étrange cette pièce, c'est bizarre cette chambre ». Et alors Alain Delon lui dit « c'est une chambre où mes ancêtres venaient chercher des plaisirs qui étaient à la hauteur de leur aristocratie et qui n'étaient pas des plaisirs communs ». Et puis il emmène vite Claudia Cardinal et ils partent. En fait, on a retrouvé par la suite un chapitre que Lampedusa avait écrit où il explicite, où il décrit très précisément qu'en fait il s'agissait de pratiques sadomasochistes avec tous les instruments qui étaient présents. Normalement, dans le récit, Alain Delon ouvre une armoire et il y a des fouets, il y a tout ce genre de choses. Et ça, c'est un ajout. Donc on peut se poser la question, s'il avait été s'il avait connu ce passage, est-ce qu'il aurait montré les instruments ou pas? Ça aurait donné une autre dimension au film. Donc voilà, ça c'est un élément. Par contre, il y a une chose que je regrette, à titre personnel, bien entendu, c'est que dans le roman, il y a une clé qui est donnée et qui n'est pas reprise par Visconti. C'est une clé qui concerne la fille du guépard. Alors, je crois que la raison pour laquelle Visconti n'a pas retenu cela, c'est tout simplement parce que le personnage qui est le plus important aux yeux de Visconti, c'est le guépard. C'est le personnage vieillissant. C'est lui qu'on l'on voit à la fin du film. C'est lui qui est le personnage intéressant. Mais dans le roman, la fille du guépard a beaucoup plus d'importance. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle rapidement, elle est amoureuse du neveu, donc du fameux Tancrède, qui est interprété par Alain Delon. Elle est amoureuse de lui, et tout le monde pense bien que le mariage va se faire. Et puis arrive, voilà, tant pis, ça c'est la malchance de la fille, arrive Claudia Cardinal. Boum, à ce moment-là, tout le monde tombe sous le charme de Claudia Cardinal, d'Angelica, y compris le guépard lui-même. Donc tout ça est très ambigu. Mais enfin voilà, et le moment où ça se casse, entre Alain Delon et la fille du guépard, c'est lors d'un repas à table. Alain Delon, qui est allé se battre avec Garibaldi, etc., est là à table avec un bandeau sur l'œil, il est très très séduisant. Claudia Cardinal vient de faire son entrée, elle est assise à côté de lui pendant le repas, et il se penche vers elle, et il lui raconte une histoire. Il lui dit, oui, pendant les combats, c'était terrible, parce qu'à un moment donné, nous avons franchi les portes d'un couvent où il y avait des vieilles nonnes. Et elles étaient toutes en affaires, toutes tremblantes contre l'autel, se tenant près de la croix, etc., etc. Et mon ami leur a dit, n'ayez pas peur, à la limite, c'est à très goujat, mais vous êtes trop vieilles pour avoir peur de nous, mais par contre, si vous nous présentez les nonnettes, là, on viendra. Et c'est l'histoire que Alain Delon raconte à table devant Claudia. Il est assis entre Claudia Cardinal et la fille du guépard. Et à ce moment-là, Claudia Cardinal, Angelica, se met à rire de façon très vulgaire, très très vulgaire, autour d'une table de la noblesse sicilienne. Et j'ai lu hier dans un article de journal une interview de Claudia Cardinal qui raconte que pour obtenir ce rire vulgaire, Delon, en fait, se penche vers elle et ne lui raconte pas l'histoire qui est à l'écran, et il lui raconte des blagues cochonnes. Et alors, c'est comme ça qu'elle rit vulgairement.
La fille du guépard se fâche et elle dit « On ne raconte pas ce genre de choses à table, en tout cas pas à une table où moi je suis présente. » Et elle part et c'est fini, elle en voudra plusieurs fois à Delon. Et donc la rupture se fait à ce moment-là. Je crois qu'elle n'avait quand même déjà plus beaucoup de chance, hein, vu le personnage d'Angelica, mais enfin bref, ça se fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que 50 ans plus tard, parce que le roman, lui, poursuit son chemin, à un moment donné, quelqu'un qui a connu cette période du fameux combat va dire à la fille du guépard, oui, en fait, quand il était revenu au campement, etc., il nous avait raconté ce qu'il avait dit à propos de l'attaque du couvent. Et en fait, il le regrettait parce que c'était une invention. Il n'y avait rien eu de tout ça. Il avait dit ça pour se faire valoir, etc. Mais à ce moment-là, la fille du guépard, elle, souffre considérablement parce qu'elle se dit que c'est elle qui l'a rejeté. Elle dit c'est moi qui ai rejeté à cause de cette histoire alors que c'était une bêtise. Et donc elle va souffrir considérablement pour la fin de ses jours. Et cette clé-là, elle n'est pas donnée dans le film. Toute cette espèce de... ce qui est intéressant dans ces éléments-là, c'est que on a donc dans le roman tout un côté qui est faux, qui est une erreur, qui est une espèce de non-communication entre les personnes et qui remet en cause beaucoup d'éléments de l'histoire. Et ça n'apparaît pas. Donc Visconti n'en a pas tenu compte, il est resté centré sur le personnage principal qui est celui de Burt Lancaster. Et donc, Visconti l'a fait parce que il y a 4 composantes essentielles dans le cinéma de Visconti. Il y a tout d'abord l'aristocratie. C'est un aristocrate, il est de famille aristocratique, et il a cette dimension en lui. Il y a la violence, que l'on pense par exemple à Rocco et ses frères, par exemple, film très violent. Il y a la violence de la société. Il y a la beauté, ça indiscutablement. Voilà, si vous avez vu le film, et je vous le recommande sincèrement, la scène du bal est une des plus belles scènes du cinéma. C'est à se demander comment il a réussi à réaliser quelque chose de semblable. Voilà, il y a des moments époustouflants de beauté, encore une fois, soutenus par le casting. Quand vous voyez le regard d'Alain Delon, quand vous voyez le sourire carnassier d'Alain Delon, voilà, je ne suis pas une femme, mais c'est pas facile de lui résister. Inversement, Claudia Cardinal, quand il y a la scène dont j'en parlais tout à l'heure avec Philippe, une des plus belles scènes avec Claudia Cardinal, c'est quand elle apprend que Alain Delon est revenu sous la pluie et qu'il est trempé, etc. Et elle est sortie de la maison, elle a couru pour venir à sa rencontre. Et alors, la caméra la prend à l'entrée, et elle ruisselle de pluie, et elle dit, voilà, excusez-moi, j'ai pas pu résister. À ce moment-là, je peux vous dire que personne ne pourrait résister. Hein. Ça, c'est vraiment une scène de cinéma extraordinaire. Donc, il y a ces éléments-là, l'aristocratie, la violence, la beauté, et alors, une constante du cinéma de Visconti, le trop tard. C'est trop tard. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas rattraper le passé. Ce que Philippe disait tout à l'heure à propos du temps de la jeunesse, maintenant c'est trop tard. Et donc le personnage du guépard, qui est vraiment bien pensé, hein, à la fois par Visconti et par le romancier Lampedusa, le personnage de Visconti, c'est l'incarnation même de ce concept de trop tard. Durant la scène de bal, il va y avoir quelque chose un passage vraiment très fort, vraiment très fort, où Delon a dansé avec sa fiancée, Claudia Cardinal, tout le monde a admiré le jeune couple, etc. Et puis pour différentes raisons, Claudia Cardinal va inviter le vieil oncle, le guépard, à danser. Et alors elle dit la prochaine mazurka. Et lui répond non, pas la mazurka. En fait, dans le roman, il est indiqué que c'est parce qu'il a peur de ne pas savoir se relever à un moment donné, il doit mettre le genou à terre, il est trop vieux, etc.
Par contre, dit-il, la prochaine valse. Et alors, il y a une valse qui commence. Et la danse entre Burt Lancaster et Claudia Cardinal, d'abord, est très 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 bien filmée, très bien réalisée. Visconti n'a pas du tout lésiné sur tous les moyens techniques et humains pour réussir la qualité du film. Hein. Je crois qu'il y avait 120 électriciens présents sur le plateau au moment du bal, enfin vraiment quelque chose d'incroyable. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'on sent, mais alors on le sent, mais c'est palpable, le fait que lui n'a qu'une envie, c'est de vivre une histoire d'amour avec Claudia Cardinal, et que Claudia Cardinal elle-même est sous le charme du vieil oncle. Et Delon est sur le côté, et il regarde tous les deux danser, et il le comprend, et il le sent, et il le perçoit, et on sent cette espèce de triangulation, mais malheureusement, dans le cinéma de Visconti, un événement comme celui-là vient trop tard. Et donc Burt Lancaster va repousser Claudia Cardinal et il va s'en aller, il va repartir tout seul. Alors, donc ces quatre éléments, ça c'est plutôt l'univers de Visconti, ce n'est pas vraiment l'univers de Lampedusa, mais n'empêche, Lampedusa lui aussi est un aristocrate. L'histoire qu'il raconte, c'est celle de son arrière-grand-père. La beauté, l'écriture de Lampedusa est extraordinaire, un peu moins de violence, mais c'est effectivement la dimension du trop tard, ça c'est vraiment du Visconti. Ça c'est vraiment du Visconti, parce que le roman, lui, se continue, et comme on apprend différentes choses qui se passent par la suite, voilà, ça n'a pas le même effet d'un destin qui s'arrête. Ça n'a pas le même effet dans le roman que dans le film. Alors voilà, je terminerai juste avec deux, trois petites remarques pour vous dire que le rapport entre littérature et cinéma peut prendre des formes très très différentes. Très différentes. Ce n'est pas seulement le principe habituel de l'adaptation d'un roman ou d'une nouvelle par un cinéaste. Vous avez beaucoup d'autres façons d'aborder cette dimension. Moi, il y a une dimension notamment qui m'a beaucoup séduit, qui m'a beaucoup plu, et ça me fait penser, en voyant Jean-Paul de Plus, qu'on avait organisé une conférence sur Tarantino il y a quelque temps, et c'est donc Tarantino, a priori on pourrait se dire, tiens, voilà, pourquoi parler de littérature? C'est parce que Tarantino se veut être un romancier avant d'être un cinéaste. Donc lui, il écrit tous les scénarios, tous les dialogues, tout ça, c'est lui qui écrit tout. Et sa plus grande volonté est d'apparaître tel qu'un romancier. Il a quelques romanciers phares qu'il admire, comme Salinger. Voilà, il y a cette façon. Donc, vous avez aussi la dimension où c'est le cinéaste qui est lui-même l'auteur-écrivain de ses propres films. Vous avez des tas d'exemples dans l'histoire du cinéma. Encore un exemple du cinéma italien, Meurtre à l'italienne, par exemple. Dans Meurtre à l'italienne, c'est un très bon roman de Gadda, mais Gadda est un auteur difficile à lire, un roman difficile. Et finalement, pour avoir les droits d'adaptation, Gadda a dû réécrire un autre scénario. C'était pas suffisant, et finalement, c'est encore devenu d'autres scénaristes qui ont écrit le scénario final. Et Pasolini a dit, malgré qu'on est parti du livre génial de Gadda pour arriver à un scénario écrit par des techniciens, etc., malgré ça, l'histoire de Meurtre à l'italienne est le plus beau film de Sordi. Sordi n'a jamais réussi un film pareil. Et ça aussi, je vous le recommande, Meurtre à l'italienne. Vous avez un autre exemple très intéressant, c'est un des derniers films de Jarmusch, Patterson, où là, c'est un conducteur c'est un film très étonnant, c'est un conducteur de bus qui est habité par la poésie. Et il écrit des poèmes absolument fabuleux, et il a une petite vie vraiment
allez, je ne vais pas être très moyenne, voilà, je ne vais pas utiliser un autre mot. Et donc voilà, il y a toute une présence d'un grand poète américain, William Carlos, à travers ce film. Donc c'est encore une autre façon d'amener la littérature. Je ne vais pas multiplier les exemples, hein, vous en connaissez certainement beaucoup par vous-même. J'ajouterai juste encore un petit mot par rapport à ce que Philippe a dit. C'est vrai que dans les moyens utilisés pour recréer cette ambiance du passé, il y a cette fameuse ouverture en iris, hein, qui referme le film d'ailleurs aussi. Le film se referme de cette façon. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est l'intégration d'extraits de Fantomas. Mais pas le Fantomas avec Louis de Funès, bien entendu, le Fantomas de Louis Feuillade. Et alors les passages sont terribles, quoi, quand Fantomas saute dans la grande cuve, etc. Donc, il est difficile, il est vraiment difficile, c'est un sujet difficile, de celui de savoir si le cinéma est un langage. C'est un sujet difficile, parce que ça nous conduit très très loin, notamment en sémiologie, enfin, etc., en linguistique et tout, mais il est évident que après un siècle de cinéma, nous avons des capacités de lecture d'un film que les premiers spectateurs n'avaient pas. Et donc, on devient un tout petit peu des lecteurs, à la limite peut-être, pourquoi pas, littéraires, du film que l'on peut regarder. Le fait d'avoir un flashback, comme ceux évoqués par Philippe tout à l'heure, ben, vous comprenez bien que pour les premiers spectateurs, c'était pas du tout évident de comprendre ce qui se passait. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est là, puis qui n'est plus là, puis qui revient, etc. Il y a donc une grammaire cinématographique que nous, spectateurs, avons apprise et qui ne nous surprend pas, même si le cinéma, grâce encore à de grands créateurs, parvient encore à nous surprendre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps de questions, si on a un petit peu de temps. Oui, je vous en prie. Si la question est à Philippe, dites-le aussi. Hein, totalement injustifié, mais un peu à la Brando, mais est-ce que je me trompe, M. Reynard, je ne sais pas, mais que lorsque Burt Lancaster a vraiment voulu faire le film, parce qu'il était déjà très italianophile, et par la suite il a continué d'ailleurs à tourner en Italie, on le sait peu, enfin on le sait que maintenant, mais c'est vrai qu'il a été absolument, il a convaincu lui-même les Italiens de souche par rapport à, je veux dire, le crime, le crime que représentait le fait que c'était ce cow-boy américain qui allait incarner le prince Salina. Oui, donc... voilà, ça mérite peut-être d'être souligné. Oui. Notamment de par la carrière de Burt Lancaster, qui est allemand aussi, tout comme, d'origine allemande, tout comme l'était Salina. Mais bon, vite, hein, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a tout d'abord, sous-jacente à votre question et à ce sujet, il y a tout d'abord le rapport du cinéma italien au cinéma hollywoodien. Il faut bien comprendre qu'on est en 1960, donc la guerre s'est terminée en 1945, l'Italie dans les circonstances que l'on connaît. Il y a tout le fameux plan Marshall qui est mis en place pour relancer l'économie européenne par les Américains, contient des clauses qui essayent de tuer le cinéma européen. Ça, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Donc, une interdiction de distribution, par exemple, des films belges. En Belgique, ça a posé des soucis, y compris en Italie, etc. Et le cinéma qui arrive quand même à se développer est un cinéma indépendant, mais qui a vraiment la chance de tout d'un coup pouvoir voir arriver
à l'écran, mais aussi sur le marché, des films réalisés par Rossellini, par Visconti, De Sica, Pasolini, enfin tout grand nom de l'histoire du cinéma. Et donc, il y a aussi, je pense, le fait, c'est un autre exemple, mais je pense que c'est la grande actrice américaine qui a épousé Rossellini, Ingrid Bergman. Ingrid Bergman qui vient en Italie, qui épouse Rossellini, n'a pratiquement plus eu de contrat après en Amérique, hein, parce c'est comme si elle avait rejeté le papa d'Hollywood, quoi. Donc il y a cette dimension-là est aussi présente. Maintenant, je ne dis pas que c'est sûr et certain, mais d'après ce que j'ai pu lire, ce qui a déterminé Visconti dans le choix de Burt Lancaster, c'est la taille de Burt Lancaster. Donc les Italiens, bon voilà, moi je suis aussi un peu d'origine italienne, nous ne sommes pas très 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 grands, mais dans le roman de Lampedusa, le personnage du guépard est très grand. Il est quelqu'un qui a une stature qui impressionne tout le monde, il est le chef de famille, le maître de maison. Et Burt Lancaster avait cette taille, il avait cette stature. Et la stature physique de Lancaster est importante dans la fameuse scène où il prend un bain, il est nu dans la baignoire, il y a le curé qui rentre, parce qu'il y a toujours des curés dans les familles aristocratiques italiennes, alors il y a le curé qui rentre, et Burt Lancaster se lève entièrement nu devant le curé, quoi. Et donc le corps de Burt Lancaster est vraiment ce qui, d'après ce que je peux savoir, a vraiment justifié le choix de Visconti. Oui, vous avez raison, c'est une... Enfin, à l'époque, ça fait beaucoup de bruit, effectivement, et bon, on peut dire que le cinéma italien s'est vengé quelques années plus tard, avec Sergio Leone, et qui a quand même capté Clint Eastwood, qui était l'icône du cow-boy clean, pour en faire, ce type mal rasé, avec son poncho et son harmonica. Moi, je voulais revenir, parce qu'on avait promis qu'on allait se disputer, et jusqu'à présent, finalement, Richard, ce qui n'est pas dans sa nature, a été extrêmement courtois avec moi. D'habitude, je suis épouvantable. Je plaisante, bien sûr, mais je voulais préciser une petite chose. Je ne cracherai pas, c'est promis. C'est que tu disais, et j'aimais beaucoup l'expression que je n'avais jamais entendue, que Delvaux avait procédé par bouturage par rapport à la nouvelle de Gracq, et c'est vrai, il ajoute des choses, il ajoute des choses, il ajoute des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai pour la construction du récit, il procède effectivement par addition, mais alors lui, par contre, explique qu'il a toujours été gêné par ce que j'appelais tout à l'heure la synthèse immédiate, le fait que quand tu donnes une image, tout est dans l'image tout de suite. Tu ne peux pas décrire la scène. Et donc, lui, sur la construction des plans, donc je ne parle pas de la construction du scénario, la construction des plans, dit justement, il reprend pratiquement des termes, qu'il procède par soustraction. C'est-à-dire que chaque fois qu'il arrive sur une scène, sa décoratrice, toujours la même, a déjà préparé, et il enlève. Il enlève tout ce qui pourrait ne pas aller dans le sens du récit. Dans le sens du récit. Donc ça, c'est une chose assez fantastique dans son cinéma. C'est que si vous voyez une image, un arrêt sur image du film, vous pouvez vous dire qu'il n'y a rien dans l'image qui est là par hasard. Y compris, dans le rapport à la peinture, certains tableaux qui sont pratiquement illisibles, sauf si vous avez la culture suffisante pour les identifier. Et là, par exemple, c'est un point d'accroche entre Gracq et Delvaux, parce que dans la nouvelle de Gracq, à un moment, il voit la nuit qui tombe sur la Fougeray, et il dit, je ne sais pas pourquoi, je pense à un tableau de Goya qui s'appelle La Malanoche. Il n'en dit pas plus. Et dans le décor de la Fougeray de Delvaux, il y a ce tableau. Il a mis, on le voit réplique, bien sûr, mais mais la caméra ne va pas s'en approcher. Donc, il est presque à la limite du lisible. Et par contre, fatalement, vous êtes curieux, vous allez voir sur Wikipédia à quoi ressemble
la Mala Noche. Et en fait, c'est un curieuse composition de Goya, où il y a une femme qui a l'air d'être peut-être une sorcière ou une voleuse d'enfants, qui est habillée en noir, et qui est pratiquement tordue, avec une autre femme qui est habillée en blanc, qui est très belle, et dont le vent soulève les jupes. Et donc, en fait, ce tableau indique la relation curieuse du personnage central, du jeu de Gracq ou de Julien dans le film, avec les femmes qu'il craint et admire en même temps, et désire. Donc c'est toujours ce mélange. Oui, tout à fait. Eros et Thanatos. En fait. Oui, alors, donc hier, en préparant un peu, là, j'ai regardé une interview, une vieille interview avec Selim Sasson, hein, le grand Selim Sasson, de l'actrice principale, et Anna Karina, et d'André Delvaux. Et alors, Selim Sasson amplifie ce que tu dis d'une certaine façon. Il dit que Delvaux refuse de faire des gros plans sur les objets. Parce que sinon, ça c'est un peu trop facile. On prend, je ne sais pas moi, une bouteille, et boum, un gros plan sur la bouteille, et on se dit, il y a un problème d'alcool, il y a un problème de choses comme ça. C'est d'ailleurs surprenant, parce qu'au début, Julien est présenté comme ne buvant pas de vin, pas d'alcool, et puis à la fin, on se rend compte qu'il boit beaucoup de vin et beaucoup d'alcool. C'est un peu... Voilà. Et donc, André Delvaux refuse les gros plans sur les objets. Et de cette façon-là, il refuse de faire le gros plan sur le tableau de Goya, la Mala Noche. Dans le même ordre d'idée que ce que Philippe vient de faire comme remarque, j'ai dit, parce que je pense que ça, c'est vraiment la ligne générale, qu'en adaptant le Guépard, Visconti a plutôt travaillé par soustraction, hein, par élagage, mais il y a aussi quelques ajouts. Et il y a notamment les scènes de bataille. Les scènes de bataille ne sont pas dans le roman. On voit les chemises rouges qui se battent, etc., contre les forces royales. Et c'est une façon, pour Visconti, de mettre en évidence le personnage de Dolon, de montrer à quel point sa jeunesse, sa fougue sont présentes. Et il y a quelques éléments comme ça qui ne sont pas dans le roman et qui sont des éléments cinématographiques ajoutés. Voilà, oui. Vous voulez une conclusion, parce que on ne va pas tenir 2 heures non plus. J'ai retrouvé un petit texte, parce que tu disais, bon, pour nous, le langage du cinéma est acquis. Hein, un flashback, c'est acquis. Je crains, Richard, que ce langage soit de moins en moins acquis. Ça c'est possible. Oui. La culture du clip, la culture de YouTube, etc., fait que moi j'enregistre chez certains adolescents une difficulté à comprendre un flashback, à comprendre qu'on n'est plus dans le présent, qu'on est dans le passé. Et j'ai même remarqué que certains cinéastes aujourd'hui reviennent à des trucs qu'on avait abandonnés depuis les années 60, qui est, tu sais, par exemple, on est dans le présent, puis tu as un flou, avec une musique qui fait bon, pour nous amener au flashback. C'est un truc qui était devenu ridicule, parce que la culture cinématographique faisait qu'on pouvait passer facilement, dire, bah oui, là, le personnage est plus jeune, c'est parce qu'on est dans le passé, enfin, ça va de soi. Bien, j'ai peur que cette culture-là se perde. Tout à fait. Et donc, je pense que j'ai retrouvé quelques lignes d'un théoricien qui s'appelle Jean Ricardou, qui a écrit Les problèmes du nouveau roman, en fait, c'est ça. et qui dit une chose très intéressante. Il dit il est permis de voir un film, alors que nous sommes contraints de déchiffrer un livre. Sans doute, les larges audiences que recueille le cinéma comportent-elles une majorité de spectateurs fascinés par l'image, et seulement une minorité active, comparable à celle qu'obtient la littérature, et qui, prenant ses distances, essaie de déchiffrer les signes. Voilà, cette toute petite conférence peut-être pour apporter sa petite pierre à ce qu'il faut continuer à faire, à éduquer et à encourager au déchiffrement des signes. C'est bien comme clôture. Oui, bien.
Alors, ça c'est le moyen. Ça, je pense que c'est à toi, je crois. Oui, oui. Hein. Ça c'est à toi, c'est bon. Oui, les livres de Philippe Reinhardt sont disponibles au stand 47.